INA Podcast. Ce que j'aime en fait dans ce métier, c'est d'essayer d'éclaircir le monde, la vie des autres. On n'est pas là pour faire du sensationnel. Pour moi, il y a un truc un peu sportif dans l'écriture. La force du journalisme, c'est aussi le travail collectif, même invisible. Je n'envisage pas une seconde de faire autre chose. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et l'INA. Dans ce podcast, nous passons derrière le rideau pour expliquer comment et dans quelles conditions les journalistes travaillent et comment la technologie les accompagne ou les contraint. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des confrères, des consoeurs. J'ai été moi-même confrontée à des situations où je flirtais aussi avec ce danger, ce risque, cette mort qu'on a du mal à nommer. Et aujourd'hui, j'ose le dire, je suis aussi faite de toutes ces blessures et chymoses invisibles qui cohabitent en moi en fait. Téhéran, Beyrouth, Le Caire, Istanbul, Bagdad, Damas, notre invité depuis ses débuts ne cesse d'arpenter les villes et régions du Proche et Moyen-Orient. 10 ans en Iran, 5 à Beyrouth, 3 ans au Caire, 10 ans à Istanbul, longtemps journaliste indépendante pour la radio, la télévision, pour des documentaires, aussi en presse écrite. Depuis 2009, elle est correspondante pour Le Figaro. De nombreux livres, comme Les passeurs de livres à Daraya, en Syrie. Un premier roman paru en 2024, Badians, très remarqué. C'est une joie de recevoir Delphine Minouy, prix Albert Londres 2006 pour une série d'articles dédiés à l'Iran et l'Irak. Bienvenue Delphine Minouy. Merci, bonjour. Tu es née en France, ta mère est française, ton père est iranien. Comment était-ce dans la vie, à l'école, de porter un nom qui était différent des autres ? De manière générale, on observe que les enfants qui sont biculturels développent une sensibilité différente. Oui, on est toujours celle qui ne ressemble pas aux autres, mais sans vraiment le savoir puisque mon père ne m'a jamais parlé de l'Iran. Donc j'avais cette sensation d'être différente, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Minouy, c'est un nom iranien, ça veut d'ailleurs dire du paradis. Minou, le paradis, du. Mais c'est un nom qui peut résonner comme avec une connotation plutôt italienne. Donc c'était pas vraiment mon nom qui choquait, c'était mon physique. Parce que en hiver, quand tous les enfants perdaient le bronzage de l'été, moi je restais un peu, comme me disaient mes camarades de classe parfois, couleur caramel. Et c'est ça qui intriguait, c'est ça qui suscitait des questions, des remarques, parfois déplacées. Et progressivement, j'en ai fait mon affaire, mais avec toujours cette interrogation en tête, qui suis-je vraiment et d'où viens-je ? Je présume que tu es allée chercher ces réponses aussi parce que ton père est venu en France à l'âge de 10 ans. La famille était donc imprégnée par cette notion d'exil. Est-ce que c'est là que s'est sédimentée l'envie de journalisme ou l'envie de découvrir l'ailleurs et de le comprendre ? En fait, l'exil de mon père, je l'ai compris également tardivement, mais il y avait tous ces silences. Et à un moment donné, j'avais tellement de questions et aucune réponse. Et j'ai cherché à puiser, à retrouver, à comprendre, à remplir ces silences. J'avais compris que j'avais des grands-parents que je voyais très rarement, qui venaient simplement au compte-gouttes de temps en temps en France et qui vivaient à Téhéran, dans un pays qui s'appelait l'Iran, que je ne savais même pas placer sur une carte. Mais j'avais compris qu'il y avait une guerre avec l'Irak qui a duré 8 ans, de 80 à 88. J'étais toute petite à l'époque. Et j'avais ce sentiment qu'il y avait ces grands-parents sous des bombes, par peur qu'il leur arrive quelque chose, comme une volonté finalement de les maintenir en vie. J'ai commencé à leur écrire des lettres que j'assortissais de dessins et que je leur envoyais. Des années et des années plus tard, ma grand-mère iranienne m'a donné toutes ces lettres qu'elle avait conservées dans un vieux sac plastique qui sentait la naphtaline. Et quand j'ai déplié ces lettres, j'ai réalisé qu'en fait, c'était mes premiers reportages à l'époque. Tu as su pourquoi ton père gardait le silence sur son départ d'Iran ? D'abord, je pense parce qu'il était très jeune quand il est arrivé en France. Il avait 10-11 ans. Mon grand-père iranien, qui était diplomate et qui était un opposant démocrate contre le Shah, avait été placé dans une sorte de cage dorée puisqu'on l'avait nommé représentant de l'Iran à l'UNESCO à Paris. Donc papa a grandi en France avec des valeurs très françaises. Il s'est progressivement éloigné de sa culture. Et quand mes grands-parents sont partis se réinstaller en Iran au bout de quelques années,
Mon père est resté en pensionnat à Paris. Et puis de fil en aiguille, des années plus tard, il y a eu la révolution islamique, la prise du pouvoir par les religieux en 1979. Et là, il a imposé un blackout total sur son passé. Il a rencontré ma mère française. Et à partir de ma naissance et de celle de ma sœur, il n'a jamais exprimé le besoin de nous faire partager sa culture d'origine, parce qu'en fait, il en avait honte aussi. Les mollahs ne représentaient pas du tout son univers de désir de liberté, de démocratie, de justice. Et donc, il a tiré un trait sur son pays. Après ces années à observer le Proche et Moyen-Orient, qu'y a-t-il en toi de cet Orient ? Je baigne dans 2 cultures très, très, très différentes, mais finalement très complémentaires. La France m'a apporté ses magnifiques valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et l'Iran, et par extension l'Orient, m'a appris le partage, le souci de l'autre, une grande générosité d'esprit, beaucoup d'empathie et cette idée qu'on n'est jamais abandonné à soi-même. Il y a beau y avoir des guerres, des révolutions dans ces pays échymosés, il y a toujours un souci de l'autre qui est magnifique et qui est en rupture quelque part avec nos habitudes beaucoup plus individualistes en Occident. Et ce monde fermé en Occident. Et ce monde beaucoup plus fermé, qui s'enferme aussi parfois dans des peurs futiles et des stéréotypes. Le Moyen-Orient, ce n'est pas cette espèce de gros monstre qu'on stigmatise. C'est le partage, c'est toujours une assiette de plus à la maison parce qu'il pourrait toujours y avoir un invité improvisé. C'est des petites attentions adressées aux uns et aux autres. Et c'est très très beau. Et c'est aussi cette culture de la survie. La pulsion de vie, l'instant présent. On ne sait pas ce qui va se passer demain, donc on vit à 100 à l'heure au jour le jour. L'Orient peut faire peur. Qu'est-ce que tu peux dire à ça ? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Oui, on a tendance à résumer ou à simplifier l'image qu'on a de l'Orient. On voit l'Orient comme un menaçant potentiel islamisme qui va envahir ou qui va déborder des frontières et qui va envahir nos capitales occidentales. On associe le monde arabo-musulman, et y compris l'Iran, à la menace nucléaire, aux attentats. Mais c'est tellement plus que ça. Parce qu'il y a les pouvoirs, il y a les factions politiques, les factions militaires, et puis il y a les hommes, les femmes, les humains. Et au milieu de tout ça, il y a les vrais résistants, incarnés par d'incroyables journalistes, souvent bâillonnés, des dissidents, des femmes exceptionnelles qui résistent. Nous le voyons encore aujourd'hui avec la continuité du mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Des jeunes incroyables, des étudiants. La génération Z au Moyen-Orient, elle est exceptionnelle. Donc c'est une histoire inachevée, une histoire de résistance inachevée, le Moyen-Orient. En 1997, tu décides de partir pour l'Iran. Il vient de se passer ceci. On écoute, c'est une archive de France 2, le 20h, le 24 mai 1997. L'actualité internationale maintenant. Élection présidentielle en Iran, victoire de Mohammad Khatami. Large victoire avec environ 68% des suffrages. Toute proportion gardée, étant donné la nature du régime dans ce pays, le vainqueur est considéré comme un modéré. Portrait, Éric Lemasson. Ce signe d'ouverture avec l'élection de Mohammad Khatami, est-ce que tu le guettais ? Évidemment que je guettais ce signal. À partir de mon adolescence, en fait, j'avais cette volonté de mieux comprendre ce pays de mes origines, méconnu, cette moitié invisible. Et puis en 97, il y a une sorte de télescopage des événements, puisque c'est l'année où je termine mes études de journalisme. C'est l'année de l'élection de Mohammad Khatami, qui est le premier président à tendre la main aux États-Unis. Et c'est aussi l'année où meurt mon grand-père iranien. Et là, je sens comme un électrochoc. Je réalise qu'il y a un télescopage de tous ces événements et je décide, sur un coup de tête, d'aller m'acheter un billet d'avion et de partir à Téhéran pour 10 jours. Et en fait, ce voyage, il va durer, à mon insu, 10 ans. Et ça va être les 10 années les plus intéressantes et les plus merveilleuses. Et ça va être une véritable école de journalisme pour comprendre l'Iran de l'intérieur et réaliser que c'est un Iran aux antipodes de l'image qu'on s'en faisait depuis l'Occident. Je voudrais que tu nous fasses revivre ce moment, c'est-à-dire tu prends ce billet. Déjà, est-ce que tu préviens tes parents ? Est-ce que tu préviens tes amis en leur disant « je pars, enfin c'est le moment ». Et puis, qu'est-ce que tu observes en mettant les pieds pour la première fois sur le sol iranien ? Est-ce que c'est la ville de Téhéran, probablement ?
Est-ce que tu te souviens de ces premières sensations, de ce que tu observes à ce moment-là ? D'abord, je me souviens de l'incompréhension et du visage bouleversé de mon père à Paris, qui me dit « Mais toutes ces années, j'ai fait en sorte que mes filles puissent avoir des conditions de vie avec ce sentiment de liberté, de démocratie, et comment ça se fait que l'une d'entre elles décide de repartir au pays de mes origines et de se confronter aux interdits les plus terribles. Parce que l'Iran des mollahs, c'est l'Iran qui réprime, mais c'est l'Iran aussi qui occulte complètement les femmes. C'est l'Iran qui applique la charia comme loi au quotidien, où la femme ne vaut que la moitié d'un homme, en matière de témoignage dans un tribunal, en matière d'héritage. Les femmes n'ont pas le droit de chanter, n'ont pas le droit de danser, n'ont pas le droit d'avoir accès à certains métiers comme celui de juge. Il me prévient, il me dit « Mais Delphine, tu sais que tu vas devoir te voiler en arrivant à Téhéran, c'est une obligation. » Il a cette expression, il me dit « Fais attention ». À l'époque, je n'avais pas trop compris. C'est une expression iranienne. « Fais attention, en Iran, on t'égorge avec un fil de coton. » Donc cette idée que je vais me retrouver dans un pays où je vais être confrontée à des problèmes au quotidien. Ça ne va pas être l'arrestation frontale, mais ça va être des obstacles en permanence. Et moi, j'ai 22 ans. Et j'ai une soif de découverte du monde et de découverte de ce pays interdit. Et en fait, j'arrive en Iran et la première image que j'ai, c'est une image un peu ridicule en fait, parce que mon père m'avait tellement mise en garde que j'arrive drapée comme une bonne sœur, des pieds à la tête. C'est-à-dire ? J'avais acheté le foulard noir le plus castrateur. Il n'y avait pas une mèche qui débordait. J'avais récupéré une vieille djellaba noire que j'étais allée acheter dans le 18e arrondissement à Paris. Et j'arrive et je découvre des filles de mon âge ultra coquettes qui justement transforment l'interdit en objet de transgression, avec des mèches qui débordent de devant, de derrière, du maquillage à outrance, parce que le visage ça, c'était possible. est la seule partie du corps qu'on peut montrer. Ce n'était pas possible, mais c'était la fronde au quotidien. C'est l'époque où on en est simplement au tout début des blogs. Les Iraniens et les Iraniennes saisissent les blogs pour faire émerger des mots qui étaient tellement censurés à l'époque. Le mot de laïcité, d'ailleurs, il n'existe pas en persan. Il vient du français, on dit laïcité. Le mot de démocratie, le mot des droits des femmes, droits de l'homme, tous ces mots complètement interdits qui commencent petit à petit à émerger et à faire débat en Iran. C'est l'époque où les filles et les garçons osent pour la première fois, les amoureux, se tenir main dans la main dans la rue. C'est les soirées underground, cette vie cachée qui s'organise loin des diktats politico-religieux imposés par le pouvoir. Je voudrais qu'on en revienne au très concret. Tu arrives donc dans ce pays, tu loges où ? Pour comprendre aussi, encore une fois, comment s'organise cette vie de journaliste que tu vas développer. Tu vas voir ta grand-mère, tu vas probablement trouver un appartement par toi-même. Comment se passent ces premières étapes d'installation ? Il faut savoir que quand j'arrive, j'ai aucun budget, j'ai les poches vides, je suis une jeune journaliste méconnue, j'ai tout à apprendre. Je démarre en faisant des piges pour les différentes radios de Radio France, France Info, France Inter, France Culture. Évidemment, je n'ai pas de quoi d'abord me payer un logement. Ensuite, je suis une femme et c'est l'époque où on en est au premier balbutiement concernant une certaine forme d'ouverture. Mais c'est très très mal vu qu'une jeune femme se prenne un appartement par elle-même. Donc, je me réinstalle chez ma grand-mère iranienne. Où tu vas rester longtemps ? Où je vais rester en fait toutes ces années. De fil en aiguille, je vais m'installer dans l'appartement au-dessus de chez elle et je découvre une grand-mère qui est une femme qui déteste le régime politico-religieux, mais qui a intégré en elle quand même une certaine forme de culture du patriarcat. Donc c'est une grand-mère qui est une forme, entre guillemets, d'ayatollah, mais plutôt sociale, qui va bien vérifier les allées-venues de sa petite fille, qui va voir d'un mauvais œil qu'elle sorte tardivement le soir, et qui va toujours s'enquérir de savoir quelles sont ses fréquentations. Donc c'est comme ça que commence ma vie à Téhéran. Tu parles la langue, tu parles le farsi ? Je ne parle pas un mot de persan, et donc j'aspire très très vite à apprendre cette langue pour mieux être en immersion dans la société iranienne, mieux redécouvrir ma culture d'origine. Et en fait, je suis dans une période complexe puisque au même moment, je suis journaliste. Il y a des événements à couvrir. Comment fais-tu pour avoir des interactions avec la population dans la mesure où tu ne maîtrises pas la langue et eux, peut-être pas l'anglais ? Ce qui est tellement merveilleux et intrinsèque à la culture iranienne, c'est que il est très très facile de nouer des liens. Je me fais plein d'amis.
dont une iranienne qui est parfaitement francophone et qui se propose de me servir de traductrice et qui m'aide comme ça à découvrir. C'est comme si elle me prenait par la main et elle me fait découvrir son Téhéran, son Iran. Et en fait, mes premiers professeurs de persan, ça va être les chauffeurs de taxi. Puisqu'en Iran, un chauffeur de taxi sur 2 est plutôt un agent des services de renseignement. Ils sont donc très curieux. Et ils posent toujours les mêmes questions. Donc à force d'entendre les mêmes questions, j'apprends des mots. Et à force d'essayer de m'inventer différentes réponses, puisque je ne veux pas donner la même réponse à tout le monde. L'Iran, c'est la culture du masque. Vous dédoublez vos différentes identités pour survivre et pour ne pas révéler à des espions potentiels qui vous êtes vraiment. Tu as besoin d'un visa de journaliste, comment l'obtiens-tu ? Je me déclare en tant que journaliste parce que justement, je profite aussi de cette vague d'ouverture de l'époque. C'est la première fois où de nombreux journalistes étrangers peuvent venir en reportage, voire s'installer en Iran. Donc je pars au ministère de la Culture et je demande une carte de presse. Et à ma grande surprise, on m'octroie une carte de presse très très rapidement, qu'on me renouvelle régulièrement, tous les 2-3 mois, qui me permet à la fois de faire des interviews et de sillonner le pays sans encombre. Les contacts que tu as avec les rédactions, tu leur proposes des sujets, tu as un volant de médias qui savent que tu es parti, tu les as déjà contactés en amont, tu n'as peut-être pas eu le temps de le faire d'ailleurs avant de partir. Comment s'est organisée cette collaboration avec les différents médias en France ? En fait, quand je sors de mon école de journalisme, j'ai fait le CELSA, je fais mon premier CDD au sein de la rédaction de France Culture. Donc, je développe des contacts. Quand je pars en Iran, je les informe tous. Et c'est l'époque où il y a vraiment une soif de connaissance. Donc, je n'ai pas de difficulté, en fait, à proposer des piges. Il y a une volonté de connaissance du pays. En revanche, évidemment, c'est un mode de vie très précaire parce que nous sommes payés, les pigistes à l'époque, au lance-pierre. Mais c'est l'époque aussi où finalement j'ai tellement envie de partager, j'ai tellement envie de raconter ce qui se passe que je ne me soucie guère de ce que je vais gagner finalement. À côté, je donne quelques petits cours de français qui me permettent de vivoter, en tout cas de m'en sortir au quotidien, puisque je considère aussi que je suis moi-même dans une forme d'apprentissage. Donc à ce moment-là, après, ça changera plus tard, mais ça ne me pose pas spécialement de problème. Pour comprendre l'économie des débuts du journalisme, tu es au fond une entreprise, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir que tu as fait une pige à droite et à gauche, et puis éventuellement rappeler pour être payé. Ça aussi, c'est partie de l'activité. Oui, il faut garder son petit carnet à portée de main et dresser un inventaire régulier de tous ces papiers, ces reportages, ces piges envoyées. On se retrouve confronté à des situations où on est payé très tardivement, où il y a des oublis. En termes de nombre de piges, c'est très compliqué, surtout qu'à ce moment-là, je suis à l'étranger, on n'a pas encore vraiment d'accès à l'Internet, tout se passe à travers des communications téléphoniques, l'envoi de fax. Je me souviens de cette grosse machine fax que j'avais à la maison, qui était ma courroie de transmission pour rester en contact avec les rédactions à Paris. Précisément, c'est toi qui proposes les sujets, tu les proposes à une personne qui est la responsable du service international ou du Moyen-Orient. Comment se font les échanges ? Oui, alors évidemment, depuis Paris, à ce moment-là, ils réagissent beaucoup par rapport aux dépêches de l'AFP, de Reuters, d'AP. En période de breaking news ou de pic d'actualité, eh bien, ils me commandent des papiers. En revanche, moi-même, comme il y a tout à découvrir, il y a tout à raconter. C'est comme si tout d'un coup, enfin, le voile se levait progressivement de l'Iran. Et donc, je découvre des histoires à tous les coins de rue. Et je suis la seule journaliste française à ce moment-là. À Téhéran, il y a le siège de l'AFP. Et puis, entre guillemets, il y a moi. Et je me découvre au fil des années comme une espèce de petite structure médiatique où je vais commencer d'abord par piger. On appelle ça piger pour Radio France. Mais après, je suis sollicitée par iTélévision, par LCI, par France 24, puis la presse belge, la RTBF, Le Soir de Bruxelles, Le Temps en Suisse. Et j'ai toute cette palette diversifiée de supports de presse à qui je peux proposer différents sujets. Donc on comprend effectivement que tu as une palette assez large. Est-ce que tu es rattrapée par le sentiment de solitude parfois ? Il arrive qu'on se sente seul, surtout dans des moments de haute pression. Progressivement, malgré ce vent d'ouverture, il y a un contre-coup, une contre-offensive menée par les ultra-conservateurs. Ça va être la répression des premières manifestations estudiantines
de 1999. Ça va être la série d'assassinats d'intellectuels. Et ça va être aussi, à ce moment-là, des pressions sur les journalistes. Et nous, ou plutôt moi, donc journaliste franco-iranienne, qui me retrouve la cible régulière des services de renseignement. Je te pose une question. Est-ce que tu as la double nationalité ? Est-ce que tu as un passeport iranien là-bas ? Oui, j'arrive à Téhéran avec mon passeport iranien, puisqu'aux yeux des Iraniens, la nationalité se transmet par le père. Donc, littéralement, concrètement, je ne peux pas arriver en Iran avec mon passeport français, puisqu'ils me considèrent de facto comme une Iranienne. Alors, c'est un avantage, parce que ça veut dire que je ne dépends pas d'un visa qui peut être suspendu du jour au lendemain. Je peux rester autant que je veux en Iran. Par contre, aux yeux du pouvoir iranien, étant donné que je suis iranienne, je suis soumise à la loi iranienne. Donc si à leurs yeux, j'enfreins la loi ou je dépasse certaines lignes rouges, je peux être convoquée au tribunal, je peux être condamnée et me retrouver derrière les barreaux. Et en effet, c'est dans ces moments-là où je peux me retrouver dans une situation de grande solitude parce qu'il y a cet impératif de l'actualité. Mes rédacteurs en chef sont dans le souci du rendement journalistique. Et ça ne les arrange pas que j'ai des problèmes. Je comprends très vite que ces problèmes, il va falloir que je les gère par moi-même. Comment fais-tu ? Comment je fais ? C'est difficile au début parce que j'apprends à gérer la peur. La peur, c'est quelque chose que je ne connais pas. Quand on est convoqué, qu'on est toute jeune et qu'on arrive dans des endroits avec aucune plaque à l'extérieur d'un bâtiment complètement anonyme, qu'on nous explique qu'il va falloir laisser le téléphone portable à l'entrée, qu'on le met dans un petit coffre-fort, qu'on ferme à double tour et qu'on se retrouve dans une salle face à des interrogateurs. Des hommes, des femmes ? Des hommes qui tapent du poing sur la table parce qu'ils n'ont pas aimé, alors j'insiste, ils n'ont pas aimé la traduction de votre article. Parce que souvent, il y a aussi un malentendu entre ce que vous avez écrit en français, dans la presse française, et ce que leur traducteur officiel n'a pas spécialement traduit, mais interprété. Mais ça veut dire, Delphine, qu'il y a à l'ambassade d'Iran en France des gens qui lisent la presse et qui ensuite font remonter les informations. Évidemment, et c'est là qu'au fil des années, on découvre que nous avons tous un traducteur attitré qui se charge de décrypter mot à mot ce qu'on écrit et parfois d'interpréter, parce qu'on se retrouve aussi souvent, et on l'oublie, nous, journalistes, pris en étau, au milieu d'enjeux qui nous dépassent, conflits géopolitiques, tensions politiques entre la France et l'Iran, et très vite, ça les arrange aussi de créer des espions qui n'existent pas. Donc c'est là que se love la notion de l'interprétation, et que je me retrouve dans des situations face à mes interrogateurs où je comprends où j'ai le sentiment en tout cas qu'ils essayent de constituer un dossier contre moi, qui n'est pas spécialement lié à ce que j'ai écrit, mais qui va permettre de créer une actrice dans leur grande mise en scène qui m'échappe. Tu es convoqué souvent, je ne sais pas si tu es convoqué d'ailleurs, ou si tu es arrêté et embarqué, ou si tu es convoqué et tu te rends par toi-même dans ces fameux bureaux. En général, ce sont des convocations. La première convocation, je m'en souviens, c'était assez décontenançant parce que c'était un appel masqué. Donc, j'allume mon téléphone et on m'invite à aller boire le thé. Et en fait, c'est des codes. Au début, je ne les maîtrise pas du tout. Et on me donne une adresse et on raccroche. Et là, je ne comprends pas. Et j'en touche un mot à quelques amis journalistes iraniens qui me font comprendre que ce sont les messages que donnent les services de renseignement, puisqu'ils ne vont jamais donner leur nom. Et ils ne vont jamais révéler l'endroit exact où ils se trouvent, puisque ça change tout le temps. Et donc, vous vous retrouvez parfois dans des lobbies d'hôtels à siroter un thé avec eux, parfois dans des appartements transformés en lieux d'interrogatoire. Mais ce que je comprends très vite, c'est qu'il faut mieux y aller, parce que si vous n'y allez pas, vous suscitez la suspicion. Et donc, je décide de jouer le jeu, de passer une bonne heure très, très difficile, mais j'apprends très vite à développer aussi des stratégies, parce que l'inquiétude, c'est de ne pas ressortir de ces espaces-là. Donc, je donne l'adresse à mes amis. J'ai souvent 1 ou 2 amis qui vont s'asseoir dans un café pas très loin et qui savent que si, au bout de 2 heures, ils n'ont pas de mes nouvelles, eh bien, ils vont commencer à alerter l'ambassade de France, mes rédactions à Paris, ma famille également en France.
Les années passent. En 2006, tu obtiens le prix Albert Londres. Tu vas nous lire un extrait d'article. Quel était le contexte de cet article paru dans le Figaro ? Oui, alors l'article date de 2005 et nous sommes dans une nouvelle séquence entre l'Iran et l'Occident, c'est la crise du nucléaire. En 2003, il y a des révélations qui sont fuitées qui révèlent le développement d'un arsenal nucléaire caché en Iran, notamment la centrale nucléaire de Natanz. Et au fil des années, il y a d'autres installations qui sont révélées, dont celle de Boucher, qui est une ville qui donne sur le golfe Persique. Et là, tout d'un coup, dans les rédactions à Paris, ça n'intéresse plus personne de raconter la société iranienne. Le seul souci, c'est de raconter le nucléaire, la course à la bombe. Et donc, je pars à Boucher. Donc, je fais un reportage sur la centrale nucléaire de Boucher, où à l'époque, on a des ingénieurs russes qui sont à l'œuvre, avec des milliers d'ouvriers iraniens. Mais je décide de rester plus longtemps et de raconter l'autre Boucher. Donc, c'est un article qui s'appelle « Boucher, ce rêve sans nucléaire ». On t'écoute. Sur la crique de Solabad, non loin de la pointe de Boucher, une symphonie de voix rythmée par les tambourins s'échappe des voiliers parqués en enfilade. C'est le Neimé, le chant des navigateurs qui s'apprêtent à prendre le large. Entre désert et mer, à 400 km au sud de Téhéran, l'oreille du visiteur se laisse happer par les sonorités persanes, entremêlées à des mélodies arabes, africaines et indiennes, héritées d'une tradition portuaire marquée par des siècles d'échanges. À l'étranger, on ne parle de nous qu'à travers l'atome, mais nous sommes une population pacifique qui vit de virées en mer, de pêche et de cérémonies musicales, glisse le musicien Habib Meftah Boucheri, 28 ans. Cheveux frisés, teint hâlé par le soleil du golfe Persique, cet enfant du pays se bat pour sauvegarder cette culture locale authentique qu'un bombardement visant les réacteurs de la centrale risquerait de faire partir en fumée. Quelle est la réaction des Iraniens lorsque tu te présentes en tant que journaliste française ? En général, l'accueil est très favorable. Il m'arrive souvent de solliciter des interviews et de me retrouver invitée à déjeuner ou à dîner chez l'habitant. Ce qui me surprend encore plus, quand je sollicite des interviews auprès de grands ayatollahs ultra-conservateurs dans la ville sainte de Rome, rarement ils refusent l'entretien et au contraire, ils m'accueillent parce qu'ils sont curieux aussi d'échanger avec une journaliste qui arrive de l'étranger pour expliquer qui ils sont réellement. Et c'est là où je me retrouve dans une situation très paradoxale parce que je fais face à des gens qui détestent potentiellement les femmes, mais comme aussi je porte ce voile obligatoire, je représente pour eux cette espèce de neutralité. 2006, Google rachète YouTube. Twitter voit le jour également en mars 2006. Est-ce qu'en Iran, est-ce qu'il y a les réseaux sociaux déjà, aussi rapidement que partout ailleurs ? Utilises-tu toi-même les réseaux sociaux quand tu es en Iran ? Quand arrive l'Internet, très rapidement, pour casser les filtres de la censure, les Iraniens s'équipent de VPN qui permettent de s'identifier en fait dans d'autres pays pour pouvoir accéder aux différents sites et par extension plus tard aux réseaux sociaux quand arrive notamment Twitter. Twitter a vraiment servi les intérêts de la société civile iranienne. On l'a vraiment ressenti en 2009 lors de la Grande Vague Verte, la première grande révolte de cette région. Et d'autre part, au moment où nous, les journalistes étrangers, nous étions confrontés aux interdits, nous recevions des lettres nous interdisant de sortir dans la rue, couvrir ces grands cortèges de protestation, eh bien là, ce sont les journalistes citoyens qui ont pris le relais de jeunes Iraniens qui étaient à la fois acteurs et témoins de leur propre histoire, qui filmaient avec leur téléphone portable à bout de bras des vidéos, qu'ils mettaient sur la toile à travers Twitter et que nous pouvions récupérer pour continuer à raconter la révolte. Et donc, Twitter devient vraiment ce nouvel espace de liberté, de débat, grâce auquel l'information libre peut circuler.
Malgré toutes ces précautions, en 2007, tu es expulsé d'Iran. Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux revenir sur cette situation pour nous ? Est-ce que tu reçois un appel ? Est-ce que tu es escorté jusqu'à l'aéroport ? Tu pars en quelques minutes ? En fait, ça s'est fait progressivement. Je sentais au fil des années l'étau se resserrer sur la presse en général. Et puis, je reçois des signaux indirects. Je suis une première fois arrêtée à la sortie d'une interview avec des chauffeurs de bus qui venaient de manifester et qui avaient été détenus en prison avec leurs femmes et leurs enfants. À peine libérée, je me dis qu'il faut que j'aille discuter avec eux. Et sortant de chez eux, ma voiture, mon taxi, est plaqué sur un trottoir par des motards habillés en civil qui saisissent tout mon matériel et qui disparaissent. Et à ce moment-là, je réalise que la pression se resserre jusqu'au jour où, en 2007, je suis de passage à Paris. Je sors de chez moi quelques heures, je reviens et j'ai été cambriolée. On m'a tout volé, mon ordinateur, mon disque dur externe, mon appareil photo. En revanche, tous mes bijoux étaient étalés sur le canapé. J'ai jamais vraiment compris ce qui s'est passé. On pense qu'à l'époque, ce fut potentiellement un message des services de renseignement iraniens. Donc à ce moment-là, je retourne à Téhéran de façon entêtée parce que j'avais du mal à quitter ce pays, enfin, avec ce pays de mes origines avec lequel j'avais renoué. Mais là, je réalise que ma carte de presse m'a été retirée, je ne peux plus vraiment travailler dans de bonnes conditions. Et là, je rassemble rapidement toutes mes affaires. Je veux sauvegarder cette mémoire de ces 10 ans passés en Iran, cette mémoire journalistique que je détenais sur tous mes carnets de notes et mes disques durs et mes petits enregistrements de mon petit enregistreur de l'époque. Et grâce à l'ambassade de France, je fais sortir toutes ces données par valise diplomatique et je prends un avion et je quitte Téhéran. Et cette sensation quand tu décolles de Téhéran ? C'est une sensation difficile et douloureuse et en même temps, je réalise aujourd'hui que j'étais beaucoup dans le déni parce que j'étais convaincue que j'allais pouvoir revenir. Je ne percevais pas ce départ comme un exil, mais plutôt comme un nouveau coup de pied au derrière. Et d'ailleurs, je laisse mon appartement tel quel en me disant que peut-être que je reviens dans un mois, peut-être dans un an. Et en effet, je reviens en 2009, 2 ans plus tard, quand soudain, les autorités iraniennes décident de redonner plein de visas presse et me permettent de revenir pour couvrir cette fameuse élection présidentielle qui va se transformer en grand mouvement de contestation après la réélection frauduleuse d'Ahmadinejad. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir ce vrai départ et cette prise de conscience que pour de bon, cette fois-ci, je suis obligée de partir du jour au lendemain parce que au fil du temps, au fil des manifestations et de ma couverture, et quand tous les journalistes occidentaux sont obligés de partir, moi j'utilise justement mon passeport iranien pour rester. Mais je réalise un jour, en ouvrant un journal ultra-conservateur, qu'il y a une mise en scène qui commence à être créée par le pouvoir et qui évoque des binationaux. Nous n'étions plus que quelques journalistes binationaux sur place et qui nous décrivent comme un nid d'espions. Et le soir même, j'allume le téléviseur et c'est le bulletin à la télévision d'État. Et je vois apparaître ma photo, sans voile, récupérée sur l'Internet, où la speakerine précise qu'il y a différents journalistes qu'il va falloir arrêter au plus vite parce qu'ils sont en train de fomenter une révolution de velours. Et là, on se donne rendez-vous avec d'autres journalistes, les derniers journalistes qui restent, et en 24 heures, on organise notre départ par avion. Un chapitre qui se ferme, un autre aussi que tu as vécu, c'est celui de la guerre d'Irak. Un aspect particulier à cette guerre, c'est que le danger est partout, n'est-ce pas ? Le danger est partout parce qu'il y a une guerre interconfessionnelle entre les sunnites et les chiites. Donc on peut se retrouver au milieu des accrochages. Et puis, il y a les risques d'attentats, puisque c'est le début de ce qu'on appelait à l'époque l'insurrection sunnite qui va se transformer des années plus tard en Daesh. Et puis, il y a le risque d'enlèvement, d'arrestation, auxquels vont être confrontés différents journalistes, Georges Malbruno, Christian Chesneau et plus tard Florence Aubenas. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour garantir ta sécurité ? Ce qui me semble important, dès que j'arrive en Irak, c'est de me noyer dans la masse,
Donc, je vais au souk traditionnel et je m'achète la tenue locale. Parce que ça fait partie aussi des subtilités du Moyen-Orient et du monde arabo-musulman. On ne porte pas le voile de la même façon si on vit à Téhéran ou si on vit à Bagdad. Je fais en sorte de ne jamais décrocher mon téléphone quand je marche dans la rue pour ne pas parler en français et être identifiée comme une étrangère. Quand je quitte mon hôtel le matin, je ne sors jamais par la même porte et je change régulièrement de chauffeur et de taxi pour ne pas être repérée et potentiellement suivie. Les journalistes de toute la planète se retrouvent en Irak. Il y a évidemment différentes nationalités et très nombreuses. Et y a-t-il une différence entre le journalisme anglo-saxon et le journalisme français ? Les journalistes anglo-saxons ont le souci de la sécurité. Ils sont beaucoup plus prévoyants en termes de prévention des risques. À ce moment-là, tous les journalistes anglo-saxons, déjà, ils ont beaucoup plus de moyens financiers, ce qui leur permet d'avoir des gardes du corps, des voitures blindées, et parfois même de louer une deuxième voiture qui va permettre de les suivre et de déjouer un potentiel kidnapping, une potentielle arrestation. Dès l'heure. Dès l'heure, exactement. Nous, parce qu'on a aussi beaucoup moins de moyens, on est plus facilement livrés à nous-mêmes. Et donc, c'est à nous de mettre en place un dispositif permettant d'éviter d'être repérés. Moi, je me souviens justement à l'époque, surtout au pic des enlèvements, j'avais un chronomètre et je ne dépassais jamais plus de 20 minutes d'interview au même endroit pour qu'il n'y ait pas la potentialité d'organisation d'un enlèvement, y compris de la part de l'interlocuteur avec qui je menais cet entretien. Et pour ta sécurité, c'est toi qui la finances ? Je la finance et c'est une époque où, en fait, tout ce que je gagne en pige est dépensé dans ma sécurité. Parce que ce n'est pas la rédaction qui prend en charge ta sécurité. Non, parce que je suis pigiste et je travaille pour différents médias. Si je parviens avec grande difficulté à me faire rembourser mes frais d'hôtel, mes frais d'avion pour arriver à Bagdad ou de covoiturage, c'est toujours très difficile de leur faire comprendre qu'il va falloir que de temps en temps, je paye un garde du corps ou une voiture particulière dans des zones qui me semblent risquées. Parce que finalement, ce sont nous, les journalistes sur place, qui en avons l'instinct sécuritaire plus que nos rédacteurs en chef sur place à Paris. En 2011, en Libye, à Tripoli, le 16 mars 2011, tu seras la dernière ou l'avant-dernière à interviewer Mouammar Kadhafi. Avant de revenir sur le fond, comment arrive-t-on à joindre Mouammar Kadhafi ? Ça, c'est la force aussi d'être correspondant ou de très bien connaître le terrain. Je pense que le long cours, l'immersion, la connaissance, le développement de contacts, de liens de confiance, de diverses sources aident beaucoup à la pratique du journalisme à la fois objectif et nuancé. Et je pense que c'est ce qui m'a toujours aidée. En ce qui concerne l'interview avec Kadhafi, pour être honnête, tous les journalistes qui se retrouvaient sur place à ce moment-là à Tripoli avaient sollicité une interview. Et nous étions tous parqués dans un hôtel qui s'appelait le Rixos. Et normalement, nous n'avions pas le droit de sortir de ce grand compound très, très sécurisé. Et j'ai toujours eu la fâcheuse tendance à faire un peu bande à part et l'école buissonnière. Et c'est vrai que ce fameux look un peu oriental qui me desservait à l'école en France à l'époque m'a beaucoup aidée au Moyen-Orient parce que j'ai un côté un peu caméléon. En Irak, on me prend pour une Irakienne, au Liban pour une Libanaise et en Libye, on me prenait pour une Libyenne. Donc, ça me permettait de sortir de cet hôtel et d'aller sillonner les rues, d'arpenter les rues et de discuter avec différents membres de la société. Et un jour, je me souviendrai toujours, j'étais dans un magasin de prêt-à-porter à interroger les vendeuses pour essayer de glaner des informations autres que la propagande officielle de Mouammar Kadhafi. Et là, je reçois un coup de fil du secrétariat de Kadhafi qui un peu me hurle dessus en me demandant où j'étais. Et là, je me dis, ça y est, j'ai été repérée. Ils me disent, vous avez intérêt à vous dépêcher parce que vous avez décroché une interview avec le frère leader et donc les voitures vous attendent au pied de l'hôtel. Donc, je me précipite. Je n'ai même pas le temps de préparer mes questions parce que ça me semblait tellement utopique de décrocher cette interview, ce Graal. Et donc, j'arrive et là, un convoi m'attend et m'embarque directement
dans la caserne de Mouammar Kadhafi, de Bab al-Azizia. Et je me retrouve dans cet endroit complètement surréaliste, avec une multitude de postes de sécurité, avec tout mon sac passé au crible, au rayon X, y compris mon stylo qui a été dévissé. Et au bout d'une heure, je me retrouve nez à nez dans le grand jardin de Mouammar Kadhafi, sous sa mythique tente qui avait été dressée quelques années plus tôt dans la cour de l'Élysée quand il avait été reçu. Et l'entretien commence. Sans peur de ta part d'être une femme seule en face de lui ? En fait, à ce moment-là, je n'ai même pas le temps d'avoir peur. Tout se précipite. Tout va tellement vite. Nous sommes dans un grand moment historique, l'histoire en marche, un grand moment de tension, où il y a ces menaces qui se rapprochent, et on sent un Mouammar Kadhafi qui sent qu'il va jouer sa dernière carte, en fait. Et l'une de ces dernières cartes, on peut l'envisager comme ça, c'est une référence à Nicolas Sarkozy. C'est en effet ce point de bascule où j'ai le sentiment que Kadhafi, qui sait qu'il joue ses dernières heures, va essayer de tenter, je pense, le chantage politique, chantage affectif. Et donc moi qui viens, naïvement peut-être, lui poser des questions sur son opposition, insiste pour parler de ce qu'il appelle son grand ami Sarkozy qui l'a trahi, et je lui demande pourquoi. Et il me dit « Je ne comprends pas, j'ai tout fait pour financer sa campagne électorale, et je pense qu'aujourd'hui il est atteint de démence parce que, au lieu de me remercier pour ce que j'ai fait, eh bien, il fait tout pour me faire tomber et pour me renverser. » Il précise. Et il annonce, oui, qu'il a versé de l'argent pour que Sarkozy, à l'époque, puisse remporter, comme il le dit, les élections. J'essaye d'obtenir plus de détails. Il dit, j'ai à ce moment-là, à l'époque, donné des ordres à mon comptable pour qu'il fasse un chèque. Et à force d'essayer de gratter, d'obtenir plus d'éléments, Kadhafi commence un peu à s'énerver. Et là, il se lève. Il avait un tue-mouche en plastique. Il commence à frapper sur la table avec son tue-mouche. Et il fait comprendre que l'interview est terminée. Et ma dernière image de Kadhafi, c'est que il part au volant de sa petite voiture de golf, entouré par un troupeau de chèvres, parce qu'il faut savoir qu'il ne buvait que le lait de ces chèvres, puisque 24 heures plus tard, le Conseil de sécurité de l'ONU vote les frappes de l'OTAN et Kadhafi disparaît. Et tout s'est enchaîné très rapidement. J'ai essayé de recontacter son interprète de l'époque, Mofta Missouri, pour en savoir plus, mais il était déjà trop tard pour essayer d'obtenir plus d'éléments pouvant étayer cette déclaration fracassante de l'époque. Qui est publiée. À l'époque, c'est publié dans Le Figaro. L'interview intégrale est publiée. Mais cette révélation, qui est un scoop, est sortie sous forme d'encadré, avec un démenti de l'Élysée qui prend plus de place en fait que la déclaration de Kadhafi. Il faut savoir qu'on est dans une époque critique aussi à ce moment-là, que je comprends plus tard que Étienne Moujotte, qui était le directeur de l'information, était aussi une sorte de directeur de la communication de l'ombre de Nicolas Sarkozy, et qu'il a été décidé à ce moment-là, à mon insu, de délayer cette révélation pour réduire le risque potentiel d'enquête ou d'ouverture d'un gros dossier concernant les affaires, ce qu'on a appelé plus tard les affaires, entre Sarkozy et Kadhafi. Mais, et c'est ça la force, je pense, du journalisme. La force du journalisme, c'est aussi le travail collectif, même invisible, c'est-à-dire que chacun fait sa part. Moi, il y a eu cette part de révélation. Et ensuite, l'enquête a été menée par un confrère de Mediapart, Fabrice Arfi, qui a poursuivi. On peut considérer que c'est le point de départ de cette affaire ? Moi, je pense que c'est le point de départ de cette affaire, parce que s'il n'y avait pas eu cette révélation, est-ce qu'il y aurait eu enquête ? C'est une bonne question à se poser. Nous arrivons à notre question média. La chaîne Tout Info Al Jazeera est créée en 1996. En 2001, elle est la chaîne la plus regardée dans le monde arabe. C'est une autre chaîne qui va retenir ton attention. On écoute, c'est une archive de France Inter le 24 juillet 2003.
On connaissait Al Jazeera, l'impertinente chaîne du Qatar. Il faut maintenant compter avec Al Arabiya, financée, elle, par l'Arabie Saoudite. Qu'on ne s'y trompe pas, si Al Arabiya entend récupérer quelques millions de téléspectateurs arabes, elle est surtout partie à l'assaut de sa rivale, Al Jazeera. Cette nouvelle concurrence n'étant finalement que l'expression audiovisuelle des tensions permanentes entre leurs créateurs. Tu vas nous faire un décryptage média de cette rivalité entre Al Arabiya et Al Jazeera. Oui, on est vraiment dans une nouvelle séquence où on assiste au boom des chaînes d'information en continu dans le monde arabo-musulman. Ça commence avec Al Jazeera, mais très très vite, la croissance de cette chaîne est vue d'un mauvais œil parce qu'elle a été créée par le Qatar. Et donc les autres monarchies du Golfe, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes, créent Al Arabiya pour concurrencer cette nouvelle chaîne. Les médias sont de véritables armes de communication. C'est le soft power. Pour imposer à la fois une certaine forme de prestige médiatique à l'international, mais aussi pour contrecarrer dans une guerre des langages, dans une guerre de propagande et de communication, imposer un autre point de vue et contrecarrer aussi la prééminence d'une autre monarchie. Et également la prééminence des chaînes occidentales, notamment des chaînes américaines. Tellement, parce qu'il faut se rappeler qu'avant, quand les gens voulaient s'informer et qu'il n'y avait que de petits journaux de base, eh bien, ils se connectaient tous à CNN International, à la BBC, voire la BBC en langue arabe. Et là, du coup, ça offre aux populations locales un autre langage, un autre point de vue qui vient dans un premier temps de l'intérieur, mais qui va vite s'imposer aussi comme un relais d'une potentielle propagande du pouvoir en place. Je voudrais qu'on aborde les évolutions technologiques. Est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont facilité le travail ? Tu travaillais en radio, donc tu avais un Nagra, donc c'était assez lourd. Est-ce qu'il y a une facilitation avec ces nouveaux outils ou quelque chose de plus complexe éventuellement ? Oui, ces nouveaux outils m'ont permis, en tant que journaliste, de communiquer instantanément, ce qui n'était pas le cas avant. Par exemple, quand je suis partie en Afghanistan après les attentats du 11 septembre 2001, j'arrive là-bas où les communications sont littéralement obsolètes, que je ne peux communiquer, enregistrer et envoyer mes papiers radio que dans le bureau de poste d'à côté, où je dois réserver des temps précis pour envoyer par téléphone, parfois dicter mes papiers radiophoniques. Ça a beaucoup changé, puisque maintenant, j'écris où que je sois, j'écris mes messages, mes articles sur mon téléphone portable. Alors, s'il n'y a pas d'Internet, que je peux envoyer grâce à une mini-valise satellitaire que j'ai avec moi. Et donc, au bout de quelques minutes, je sais que ce sera potentiellement soit publié dans mon journal, soit tout de suite publié sur les plateformes de l'Internet. Le rapport au temps a changé, puisqu'on peut diffuser très rapidement aujourd'hui. Quel est l'impact sur ton écriture ? Je suis une nomade dans le sens où je ne cesse de bouger, de passer d'un pays à l'autre, mais j'ai le sentiment d'être aussi une nomade de l'écriture, un peu caméléon. C'est-à-dire je suis autant capable de pondre un papier en une demi-heure sur un breaking news qui sera publié 15 minutes plus tard sur le site internet du Figaro, voire sur ma page X ou Instagram sous forme un peu de confetti d'actualité. Mais je suis aussi capable de disparaître pendant 3 mois et faire des reportages au long cours, avec ce sens du détail et du terrain que je chéris plus que tout, pour mener une enquête, pour décrypter et mettre la lumière sur des zones d'ombre et permettre de faire sortir de l'ombre des voix occultées, oubliées, pour qu'elles soient entendues. Quelques questions rapides. Utilises-tu l'IA ? Honnêtement, non. Je n'utilise pas l'IA. En fait, je n'ai même jamais osé ouvrir ChatGPT sur mon ordinateur. De temps en temps, j'avoue, je le fais à travers des amis. Je m'empêche de le faire. Tant que je peux cultiver mes sources et raconter mes histoires venant de mon propre terrain, je continuerai à le faire. Un son qui, pour toi, évoque le journalisme ? Oui, quand j'ai envoyé mon article, il y a le petit... alors, je ne saurais pas limiter ce bruit de l'email, de la messagerie email qui m'annonce que mon article est bien parti. J'ai tendance à être toujours celle qui envoie à la dernière heure son article parce que j'ai le souci justement du détail, de la perfection et je passe mon temps à me lire, me relire, me re-relire jusqu'à la dernière heure.
Et enfin, je suis soulagée quand j'ai envoyé mon papier. Quelle heure est l'heure ? 18h, heure de Paris. Un vêtement qui soit lié au journalisme ? Alors, un vêtement qui est lié à mon journalisme à moi, au Moyen-Orient, c'est évidemment le foulard. Le foulard que j'accepte de porter pour me noyer dans la masse, mais le foulard qui souvent m'a sauvé la vie aussi, parce que j'ai toujours un foulard blanc au fond de mon sac, et je me souviendrai toujours en Irak, après la chute de Saddam Hussein, j'étais basée au début des opérations militaires américaines au nord de l'Irak, et donc on est rentré avec les premiers convois, avec d'autres confrères et consoeurs journalistes, par le nord. Quand on arrive à Tikrit, qui était l'ancienne grande ville de Saddam Hussein, et qu'on fait face au bal des factions tribales qui nous accueillent comme des ennemis, eh bien, je me souviens toujours que j'ai sorti de la voiture, à bout de bras, mon foulard blanc, en signe de paix et de neutralité. Et c'est ça qui nous a ouvert les voies et l'autoroute pour accéder à Tikrit, où le régime venait juste de tomber. Un objet ? Mon enregistreur. Parce que venant du journalisme radiophonique, je continue même encore aujourd'hui avec la presse écrite à enregistrer tous mes entretiens et toutes mes entrevues. Recevoir le prix Albert Londres a-t-il eu un effet sur ta vie professionnelle ? Recevoir ce prix, ça a été évidemment un grand encouragement. Je l'ai perçu comme une merveilleuse récompense, mais c'est aussi une forme de pression qui est toujours là au-dessus de mes réponses. Cette volonté de tenter, de continuer à honorer les valeurs du journalisme version Albert Londres et d'essayer toujours de faire mieux. Le journalisme a-t-il un prix à tes yeux et lequel ? Le prix de la rigueur, de l'intégrité, de la quête permanente, si ce n'est de justice, mais en tout cas de justesse, le souci de la justesse, mais ça a aussi le prix de la vie, parce qu'il m'est arrivé de côtoyer la mort. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des confrères, des consoeurs. J'ai été moi-même confrontée à des situations où je flirtais aussi avec ce danger, ce risque, cette mort qu'on a du mal à nommer, je l'avoue. Et aujourd'hui, j'ose le dire, je suis aussi faite de toutes ces blessures et échymoses invisibles qui cohabitent en moi, en fait, avec lesquelles je vis au quotidien et que j'ai adoptées et auxquelles aussi je me suis adaptée. Si c'était à refaire ? Je ne changerai pour rien au monde de métier. J'ai la chance de faire, je pense, l'un des plus beaux métiers qui vit des heures compliquées, avec de grands points d'interrogation. Mais justement, j'ai cette chance de faire partie des journalistes qui peuvent penser aussi à la possibilité d'un renouvellement de notre métier. Comment l'adapter aux nouvelles générations, comment l'adapter à l'intelligence artificielle, aux réseaux sociaux. Je pense que le journalisme est aussi lié à la créativité. Et c'est ça qui me porte aujourd'hui aussi. C'est pour ça aussi peut-être que j'écris des livres, parce j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont besoin d'être ancrées plus sur le long terme. Et il y a aussi de plus en plus ce besoin de faire des arrêts sur image, de dépasser l'événement en tant que tel, d'oser le regarder droit dans les yeux et de le raconter sous une autre dimension, de façon peut-être plus incarnée. Merci Delphine Ménouille d'avoir partagé avec nous quelques moments de ta vie de journaliste. Merci. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui ont accompagné ce podcast. Un salut amical à tous les Albert Londres, à nos jurés qui font un travail immense pour révéler chaque année de nouveaux talents et un grand merci à la SCAM pour son soutien. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et l'INA. Montage et mixage Laurent Thomas, prise de son Axel Poulet, musique originale Mathias Reyes-Detmer, documentaliste INA Pascal Aubaret, Séverine Duchamp, production Florence Daucher, Joséphine Schroeder, Emmanuel Goubert, Laetitia Fourmont, Claire Mainfroy, Anaëlle Mekies. Le
Le prix du journalisme, récit de femmes reporters, est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast au pluriel.ina.fr.